Chapitre 11. Un système devenu fou. Mustapha Tarrab appartient au corps d'élite des ingénieurs formés dans les grandes écoles françaises et anglo-saxonnes. À 56 ans, il est passé par les ponts et chaussées, ainsi que par le célèbre Massachusetts Institute of Technology, MIT. Après un long séjour aux États-Unis, il rentre au Maroc et gère de main de maître l'octroi de la seconde licence de téléphonie mobile du Royaume. Puis il s'exile volontairement aux États-Unis, à Washington, où il travaille à la Banque mondiale, avant d'être nommé directeur général de l'Office chérifien des phosphates en 2006. Plus connu sous le sigle d'OCP, cette entreprise publique d'environ 18 000 salariés est le leader mondial des exportations de phosphate et pèse près de 3,5% du PIB du pays. Dès sa prise de fonction, la tâche s'annonce délicate pour Mustapha Tarrab. Sous Hassan II, l'OCP a généreusement servi de caisse noire au régime et pour ne rien arranger, sa caisse de retraite interne qui verse leur pension à quelques 30 000 anciens a été littéralement vidée. La situation est dramatique puisque le déficit de la dite caisse dépasserait les 32 millions de dirhams, 3,2 milliards d'euros, et que les retraites sont alors payées sur les fonds propres de l'entreprise. Un état des lieux explosif, tant financièrement que socialement. L'OCP est réputé pour son opacité. Une banque française, qui lui accorde pourtant depuis plusieurs années des crédits, n'a jamais pu avoir accès à ses comptes. Une situation qui n'est guère orthodoxe, confie le banquier en question. Mustapha Tarrab commande alors une batterie d'audits à différents cabinets, au premier rang desquels le redouté cabinet américain Kroll, spécialisé dans l'intelligence économique. Résultat, quelques mois à peine après sa prise de fonction, le PDG limoge en septembre 2006 plusieurs cadres dirigeants de l'OCP. Ils seraient mêlés à des délits tels que des faux et usage de faux, ou encore l'établissement de visas de marché antidatés. La situation est alors particulièrement alarmante du côté des filières étrangères qui affichent des pertes records. De graves irrégularités y sont observées, comme la vente de phosphate à prix bradé à une société américaine dirigée par un ancien cadre commercial de l'OCP. Si ça se sait, le système saute. Les enquêtes menées révèlent également que ces membres indélicats du personnel ne seraient pas les seuls responsables de la gabegie financière qui s'est installée. Un très proche du roi, est également montré du doigt. Un énorme scandale se profile, si ça se sait, le système saute, confie épouvanté un proche collaborateur de Mustapha Tarrab. En réalité, ce qu'il exprime à mots couverts, c'est tout simplement le risque que la monarchie soit ébranlée si l'information venait à être révélée. Le roi Mohamed VI tarde pourtant à recevoir publiquement le patron de l'OCP pour faire le point avec lui sur le nettoyage de l'entreprise. Et par ce geste, signifier qu'il le protège. Mais tout est bien qui finit bien. Mustapha Tarrab redresse l'OCP et la caisse de retraite interne finira par être externalisée en 2008 et partiellement renflouée par l'incontournable caisse de dépôt et de gestion CDG. La fonction principale de la CDG n'étant finalement pas tant de recueillir l'épargne des Marocains que de réparer les dégâts commis par les dérives de la monarchie. Shakib Belmoussa, lui, n'aura pas cette chance. Il est également diplômé du MIT et de l'école polytechnique. Lui ne devient pourtant pas chef d'entreprise, mais ministre. Il détient le portefeuille stratégique de l'intérieur, un ministère dont Fouad Ali al-Himma tire en réalité les ficelles après avoir occupé le poste de ministre délégué de 1999 à 2007. Apprécié de ses pairs européens, Shakib Belmoussa dépoussière son ministère. Refusant de devenir la marionnette de Fouad Ali al-Himma, comme l'avait été son prédécesseur, il entre en résistance en 2009 à la veille des élections communales. Comme à chaque rendez-vous électoral, tout l'enjeu pour le palais est d'empêcher les islamistes modérés du Parti de la Justice et du Développement PJD de l'emporter. Cette fois, Mohamed VI pense avoir trouvé la parade contre les barbus. Créer de toutes pièces un parti politique, le PAM, Parti Authenticité et Modernité,
dont il confie la gestion à son fidèle L'Himma. L'arène politique marocaine étant d'abord une affaire de courtisans, de nombreux politiciens en quête de privilèges rallient avec armes et bagages le PAM. Au Maroc, on qualifie ce phénomène préélectoral de transhumance. Mais, contre toute attente, Chakib Ben Moussa refuse que le ministère de l'Intérieur valide les listes du PAM où ces transhumants se sont massivement inscrits. Il sera sèchement renvoyé le 4 janvier 2010 sans se voir proposer un autre poste. C'est un homme honnête qui n'a pas volé, lui. Alors les fins de mois ont fini par être difficiles, d'autant qu'il était quasiment en résidence surveillée. Il ne s'est pas plaint, mais c'était dur de ne pas travailler, glisse l'un de ses amis, l'ancien ministre fuyant les journalistes. La punition qui a toujours au Maroc valeur d'exemple s'appliquera 13 longs mois jusqu'au 21 février 2011 exactement, date à laquelle Chakib Ben Moussa sera nommé à la tête du Conseil économique et social, une fonction qu'il exerce toujours aujourd'hui avec discrétion. Un fâcheux contre-exemple dans un système régi par la servilité et l'avidité. Le roi ne parle pas, le roi ne communique pas. Ces épisodes de la vie quotidienne à la cour sous Mohamed VI montrent à quel point les conseillers du roi ont droit de vie ou de mort professionnelle sur le reste du Merzen. Pour le journaliste Ali Anouzla, qui dirige avec talent le site web d'information Lacom, c'est en partie l'effet du mode de gouvernance de Mohamed VI. Le roi ne parle pas, le roi ne communique pas, et même de hauts responsables de l'administration ne le rencontrent pas. Tout passe par Fouad Ali L'Himma pour les affaires politiques et par Mounir Majidi pour l'économie et les affaires. Un souverain dont le silence et l'absence laissent le champ libre aux deux hommes. En dépit de ce fonctionnement bicéphale, L'Himma et Majidi se livrent une guerre aussi mesquine que vaine. Entre 2007 et 2011, celle-ci s'est déroulée par journaux interposés. C'était à celui qui lâcherait la plus vilaine révélation sur l'autre. Ainsi, en mai 2007, le quotidien Al-Ahdath al-Maghribiya affichait en une un titre ravageur, nouveau scandale foncier, le secrétaire particulier du roi bénéficie d'un terrain à prix symbolique à Taroudant. Au menu des révélations, le ministère des Habous, Affaires et Patrimoine religieux, aurait cédé en 2005 à Mounir Majidi 4 hectares et demi situés dans la zone touristique de Taroudant pour le prix symbolique de 50 dirhams, 5 € le mètre carré, soit 80 fois moins que le prix du marché selon le journal, qui estime que celui-ci excédait alors les 4000 dirhams, 400 € le mètre carré. En mars 2011, c'est au tour de Fouad Ali L'Himma de se retrouver sous les projecteurs, par la grâce du quotidien Al-Masa. Un an plus tôt, le cabinet de conseil qu'il possède, MENA Media Consulting, avait reporté un important contrat avec l'ONE, l'Office national d'électricité. Le montant des prestations était élevé, 7,5 millions de dirhams hors taxes, 750 000 €, sur 10 mois, soit 750 000 dirhams par mois, 75 000 €. Problème, aucun appel d'offres n'avait été organisé. Le directeur du journal Al-Masa va payer très cher son insolence. Il tombe au moment même où l'ami du roi se fait conspuer par les manifestants du mouvement du 20 février. Le 9 juin, en effet, Rachid Nini est condamné à 1 an de prison ferme et sa peine est confirmée en appel le 24 octobre de la même année. Il est officiellement tombé pour désinformation à la suite d'un article qui traitait du patron des services secrets intérieurs marocains. Évidemment, personne n'est dupe. Le pouvoir repose sur le verrouillage de 3 secteurs. Bien qu'ils se détestent cordialement, les 2 amis du roi sont contraints de travailler en bonne intelligence pour placer au rouage clé de l'administration et des affaires des hommes à eux. Sans ces centaines d'obligés, les entreprises royales n'auraient jamais pu s'imposer ni aux Marocains ni à la bourgeoisie d'affaires. Leur sort est lié à la prospérité du roi. Dans son entreprise de prédation, Mohamed VI peut compter sur tous ces gens agissant dans l'espoir d'obtenir des privilèges personnels. Mon pays
pour une voiture de fonction. Si demain une révolution venait à balayer le régime comme en Tunisie, l'épuration qui s'en suivrait décimerait la haute fonction publique marocaine, dont certains services sont davantage mis à contribution que d'autres par le palais. Comme le révèle un membre éminent du Makhzen, outre certains hauts fonctionnaires qui ont plus de pouvoir que d'autres, le système repose aussi sur le verrouillage de 3 secteurs clés en apparence secondaires. Cette personnalité qui souhaite elle aussi rester anonyme énumère les 3 secteurs en question. La direction des impôts, qui permet de savoir qui paye quoi et d'infliger pénalités et contrôles. La direction des grâces, pour les procès à éviter et ceux qu'il faut déclencher. La direction du foncier, pour savoir ce que l'on peut piller ou non. En matière d'affairisme, c'est Mounir Majidi qui a su le mieux placer ses pions, secondé par Hassan Bouhammo. Les 2 hommes règnent sur un vaste réseau de fonctionnaires, d'intermédiaires et de chefs d'entreprise. La pièce maîtresse de leur dispositif, dédié naturellement à Sa Majesté, reste le directeur général de la CDG. Anas Alami a été parachuté à ce poste en juin 2009 par Mohamed VI, sur proposition de Mounir Majidi. La nomination de ce pâle exécutant, très proche de Bouhammo, est considérée comme le symbole de la mainmise du palais sur la CDG. Dans le même registre, on peut citer le placide Ali Fassi Fihri, patron des offices de l'eau et de l'électricité, qui ne rechigne pas à favoriser Nareva, l'entreprise de Mohamed VI spécialisée dans les énergies renouvelables. Ses serviteurs étant à la merci de la moindre saute d'humeur royale, Mounir Majidi a pris soin de regrouper son cercle de vrais fidèles au sein de Maroc Culture, qui organise le festival de musique Mawazine. Depuis 2006, il préside lui-même cette association. Contrairement aux grands technocrates du royaume ou aux patrons d'entreprises publiques qui affichent de solides CV internationaux, contrairement aux grands technocrates du royaume et aux patrons d'entreprises publiques qui affichent de solides CV internationaux, la petite bande à Majidi manque singulièrement d'envergure à l'image de son mentor. On y retrouve le consultant Hicham Shbihi, qui propose des séances de coaching à la fine fleur du capitalisme marocain. Monsef Belkhiyat, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, connu selon la presse pour conduire aux frais du contribuable une luxueuse Audi A8 dont la location coûterait annuellement 1 million de dirhams, 100 000 euros. Hassan Mansouri, le discret mais puissant directeur de la société royale Primarios, qui fait office de centrale d'achat pour les palais. Et enfin, Abbas Az-Zouzi, qui dirige la chaîne de télévision Medi 1, après s'être illustré par son arrogance au poste du directeur de l'office du tourisme. Le cercle de Fouad Ali Himma est lui aussi à l'image du personnage, plus complexe et touche à tout. L'ami du roi chasse à la lisière de la politique, de la diplomatie, de l'économie et même du renseignement. C'est lui qui a œuvré pour que son camarade du collège royal, puis du ministère de l'Intérieur, Yassine Mansouri, soit catapulté à la tête de l'agence de presse officielle, MAP, puis à celle de la JED, l'équivalent marocain de la DGSE. Un autre homme, Khalil Hashimi Idrissi, a également été nommé en 2011 à la MAP, toujours par l'Himma. Une promotion pour ce journaliste qui, lorsqu'il était à la tête du quotidien Aujourd'hui le Maroc, s'est surtout distingué par sa Jaguar et ses éditoriaux insultants pour les opposants et les Algériens. Dans un registre tout aussi distingué, on peut citer l'homme de l'ombre et des basses œuvres politiques de l'Himma, un rifin du nom d'Ilyas Al-Omari. Il affectait d'être de gauche, mais il a brutalement tombé le masque en jouant les rabatteurs pour le parti récemment créé par le roi, le fameux PAM. L'organigramme de ce parti construit de toutes pièces révèle aussi que l'Himma a pris soin d'y placer l'un de ses pions, Mohamed Cheikh Biedillah, un ancien membre fondateur du Front Polisario qui a rallié la monarchie. Jusqu'en novembre 2011, Cheikh Biedillah était à la fois président de la deuxième chambre du Parlement et secrétaire général du PAM.
Mais la plus belle prise de l'Himma reste sans conteste l'homme d'affaires Aziz Akhannouch. Cette grosse fortune exerce deux activités paradoxales. Il occupe le poste de ministre de l'Agriculture tout en dirigeant le groupe énergétique Aqua. Comment s'emparer d'un stade de football? Dénués de scrupules, contrôlant l'ensemble du pays, les hommes du roi s'intéressent impunément à tous les secteurs, même celui du sport, et plus précisément du sport préféré des Marocains, le football. Le scandale du club du FUS, Fatih Union Sport, est révélateur des façons de procéder de Mohamed VI avec ses collaborateurs lorsqu'ils sont avides de terrain bon marché et d'argent frais. En 2008, pourtant, c'est l'optimisme qui domine dans les rangs des amateurs de ballon rond. Le secrétaire particulier du monarque vient d'être choisi pour diriger le FUS. Ce choix n'a rien d'extraordinaire puisque c'est toujours un proche du palais qui occupe ses fonctions à la fois sportives, sociales et politiques. Et puis, par sa proximité avec le monarque, Majidi est en mesure d'apporter fortune et succès au club. Il constitue donc une équipe de choc composée de patrons de renom, en réalité des hommes à lui, Mu'tasim Belghazi, le président de la SOMED et futur patron de l'ONA, Moussef Belkhiyat, le PDG d'Atcom, Finance.com, et futur ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'Ali Fassi Fihri, frère de l'ex-ministre des Affaires étrangères et patron de l'ONE. Tout le monde applaudit, journalistes, conseil de la ville de Rabat, associations sportives, et rares sont ceux qui devinent alors les sombres desseins de Majidi. Sous couvert de promouvoir le football et de faire du FUS le champion national du ballon rond, le secrétaire particulier du roi cherche en fait à s'approprier l'imposant patrimoine foncier du club. 20 hectares au cœur de la capitale. L'homme se met rapidement à l'œuvre. Il propose aux élus de Rabat un protocole d'accord. Au programme, la cession au FUS du stade du Belvédère pour un dirham symbolique et en contrepartie, la vague promesse de l'octroi d'un terrain situé en dehors de la ville. Majidi fait en outre habilement miroiter la création d'une académie sportive car les élus de Rabat, notamment ceux de gauche, s'opposent dans un premier temps à cet accord avant de céder sous la pression. Sur le contrat de cession du stade, la mention vente a été rayée et remplacée par tafwit, passation, ce qui signifie transfert sans contrepartie financière. Ce véritable vol d'un terrain public qui vaut une fortune est en réalité le fruit d'une stratégie échafaudée par Majidi. Dès novembre 2007, une société pour le développement et la promotion du sport, SDPS, est inscrite au registre du commerce avant d'être mise en veilleuse. Elle émane curieusement de la CDG et sa capitalisation atteint les 9 millions de dirhams, une somme élevée. Majidi crée ensuite deux autres entreprises, filiales de l'association FUS. La première, FUS Développement, est une société de promotion immobilière et c'est à elle que le conseil municipal de Rabat cédera le stade de Belvédère. Les élus avaient même envisagé un temps de conclure un autre accord avec une deuxième entreprise créée par Majidi, FUS Gestion. Ils auraient dû mettre à sa disposition un autre stade en contrepartie d'une redevance dont le montant n'était même pas indiqué dans les documents. Heureusement, un sursaut d'honneur les aura empêchés de s'abaisser à nouveau. Ils ont dénoncé ce projet. En avril 2011, le conseil de la ville de Rabat cherchera même à remettre en cause le contrat le liant au FUS et à Mounir Majidi, mais sa détermination semble être aujourd'hui retombée comme un soufflet. Le festival de Mohamed VI. Majidi n'a pas plus de goût pour la culture qu'il n'en a pour le football, mais il s'intéresse à ce domaine pour les mêmes raisons. Même les festivals de musique, véritables fêtes populaires au Maroc, n'échappent pas à son attention. C'est notamment le cas du festival de musique de Rabat, Mawazine, créé en 2001 et qui se déroule chaque année en mai sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À l'origine, l'événement
partait d'un bon sentiment royal, offrir à la capitale du royaume un festival digne de ce nom. Après tout, la ville de Fès avait le sien, consacré aux musiques sacrées et de renommée internationale. La jolie ville fortifiée des Sawira aussi, avec les musiques Gnawa. Décision fut donc prise d'occuper le créneau de musique du monde avec l'ambition de rapprocher les cultures sud-sud. Dans un premier temps, le projet fut sagement confié à un proche du palais qui dirige aujourd'hui le collège royal, Abdeljalil Lehjomri, un homme cultivé. Et la magie opéra, il parvint à insuffler une âme à Mawazine. Rencontre culturelle d'un bon niveau avec des débats, mais aussi la venue d'artistes connus et moins connus, mais toujours intéressants. C'était le bon temps, soupire une fidèle du festival qui a la nostalgie des premières années. En 2006, malheureusement, Mawazine traversa une grave crise financière. On frôla la banqueroute et pour sauver sa création, Mohamed VI envoya Mounir Majidi à la rescousse. C'est alors qu'il s'installa avec son équipe à la présidence de l'association Maroc Culture, organisatrice du festival. La programmation fut remaniée dès 2007, nettement plus clinquante. On y invite Shakira, Stevie Wonder, Sting, Elton John. Elle se veut surtout désormais plus populaire. La foule est toujours au rendez-vous, et même les princesses accourent. Ainsi, en 2009, Lalla Salma, la rousse et discrète épouse de Mohamed VI, ainsi que leur fils Hassan, assistèrent au concert de Whitney Houston. Hélas, cette année-là, la fête fut endeuillée. 11 personnes périrent au cours d'une bousculade. Une seule issue était ouverte pour évacuer des milliers de spectateurs. Et certaines familles de victimes n'ont toujours pas été indemnisées. Mais ce n'est pas la seule zone sombre de Mawazine. Dans le monde des affaires, il existe une expression, celle d'impôt Mawazine, qui désigne l'obligation tacite faite aux institutions du royaume, ainsi qu'aux grandes entreprises, privées comme publiques, de subventionner le festival du roi. Avec un budget de 62 millions de dirhams en 2011, 6,2 millions d'euros, les fonds récoltés par l'association ne suffisent pas. Marwan travaille au sein de Maroc Culture, présidé par Majidi. Il y occupe des fonctions transversales grâce auxquelles il est en contact avec de nombreux collaborateurs. Pour lui, même si aujourd'hui on dit que le festival n'est plus subventionné sur deniers publics, il s'agit d'un mensonge. En 2010, la ville de Rabat a discrètement donné 1,1 million de dirhams à Mawazine, 110 000 euros. Puis, en 2011, un membre du conseil de la ville m'a confirmé que Rabat aurait déboursé autour de 4 millions de dirhams, 400 000 euros, affirme-t-il, sans pour autant apporter de preuves à l'appui de ses dires. Et ce ne serait pas tout. Du côté des entreprises publiques, les principaux sponsors sont la CDG et l'OCP à hauteur de 1 million de dollars environ chacune. Royal Air Maroc prend en charge les voyages de centaines de personnes. Quant à l'ONCF, chemin de fer, et l'ONE, électricité, il verserait entre 50 000 et 80 000 dollars environ, poursuit-il. Le privé ne semble pas en reste. Le financier Othman Ben Jelloun, groupe BMCE, et le patron du groupe Aqua, qui est aussi ministre de l'Agriculture Aziz Akhnouch, débourseraient chacun autour de 1,5 million de dirhams. Maroc Télécom cotiserait à hauteur de 1,3 million de dirhams. La SNI, l'ONA, les deux holdings royaux qui ont récemment fusionné, mettent également au pot, tout comme Attijari Wafa Bank, mais de façon semble-t-il plus modeste. Ces informations sont en grande partie corroborées par des enquêtes parues dans la presse marocaine. Ainsi, dans son édition du 11 mai 2011, l'économiste explique au sujet des bailleurs de fonds du festival qu'en 2011, les subventions à Mawazine auraient atteint 21 millions de dirhams, 2,1 millions d'euros, soit 34% du budget de l'événement. On apprend également que la liste est plus large encore que celle dressée par Marwan.
Il serait 21 sponsors et partenaires. Parmi eux, on peut notamment citer deux entreprises à capitaux émiratis. JLEC, JLEC et Marbar, mais aussi Maroc Télécom. L'Office chérifien des phosphates OCP, Lafarge Maroc, ainsi que des filiales des groupes français Accor et Veolia. Mais les montants versés restent tabous. Aucun sponsor parmi ceux que nous avons contactés n'a souhaité révéler sa contribution au sponsoring de Mawazine, explique l'économiste. À en croire Marwan, certaines entreprises seraient même taxées 2 fois. Pendant la durée du festival, on leur demande en plus d'acheter des loges VIP pour le prix exorbitant de 400 000 dirhams, 40 000 euros, soit le coût d'un appartement de moyen standing, ainsi que des cartes à 2000 dirhams, 200 euros, pour avoir le droit de pénétrer dans le carré VIP. L'année où Mawazine a failli mourir. Cette combine aurait pu continuer longtemps si les manifestants du 20 février motivés par la révolution en Tunisie, en Égypte et au Yémen ne s'en étaient mêlés. Dès les premiers troubles au Maroc en février 2011, fleurissent sur les pancartes des slogans hostiles à Mounir Majidi, mais aussi à Mawazine. La dilapidation des deniers publics est particulièrement pointée du doigt. Les supputations quant à l'annulation du festival allaient bon train au sein de l'équipe, se souvient Marwan. On ne savait vraiment pas s'il serait maintenu ou non. Majidi se faisait tout petit et est allé se cacher en Floride. Puis, vers la mi-avril 2011, ce fut le soulagement. Mohamed VI donnait son feu vert. L'édition 2011 de Mawazine fut donc maintenue en dépit de la grogne sociale. Ainsi en avait décidé le roi.